Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Vivre avec la sclérose en plaques. Je venais d'apprendre que j'avais la sclérose en plaques. J'étais rentrée chez moi abasourdie et effrayée par ce que ces mots signifiaient. Je ne me souviens pas de l'avoir dit à ma sœur, à mon frère non plus. J'ai pourtant bien dû le leur dire à un moment ou à un autre, à moins qu'ils se soient transmis le message. J'ai beau chercher, je ne me souviens de rien. Le trou noir. La seule chose dont je suis certaine, c'est que je ne l'ai jamais dit à personne de vive voix. Je ne voulais pas entendre les silences, les malaises, les phrases toutes faites, les maladresses. Je ne pouvais pas. Trop dur. À part à ma psy, lorsque je le lui ai annoncé par téléphone, j'ai entendu sa respiration flancher au creux de mes mots. Pour certains de mes amis, j'ai envoyé des mails, la bonne année pour commencer, nous étions début janvier, et la maladie pour finir. Les phrases réconfortantes sont venues plus tard, souvent accompagnées d'une anecdote. Ma voisine a la sclérose en plaques, mon cousin est marié à une femme qui a la sclérose en plaques, la belle-sœur de mon frère, la petite amie de mon meilleur copain, une copine, mon collègue, ma tante, mon frère, oui, tout le monde connaît quelqu'un qui a cette maladie. Les mots sont fragiles, les phrases écorchées, fébriles, personne ne trouve le ton juste, c'est moi qui suis mal à l'aise pour eux. Impression d'avoir annoncé ma propre mort. Il y a ceux à qui ça fait peur, ceux qui ne veulent pas savoir, ceux qui préfèrent ne même pas en entendre parler, ceux qui s'en fichent, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent des détails, ceux qui veulent à tout prix minimiser, ceux qui positivent, qui vantent les progrès de la médecine, et puis ceux que je ne fréquentais pas qui se sont procuré mon numéro de téléphone pour me soutenir dans cette rude épreuve. Impression de recevoir des condoléances de mon vivant. Il est vrai qu'une partie de moi vient de mourir, il faudra bien que je m'y fasse. Il y a ceux qui se rapprochent, ceux qui fuient, ceux qui font comme si de rien n'était. Sauf une d'un seul coup. Lise Lou, une amie. Lorsque je le lui avais annoncé par téléphone, elle était venue me voir immédiatement. 2 semaines plus tard, elle m'annonce qu'elle vient d'apprendre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est stérile, je fonds en larmes, elle aussi, nous sommes sœurs de désespoir, sœurs de veuvage. Nous avons chacune perdu une part de nous-mêmes et personne ne pourra jamais nous consoler de cette perte invisible. Je l'aime plus que tout de m'avoir fait don de cette part intime dont elle n'a jamais parlé ou si peu. Je l'aime d'avoir mêlé ses larmes aux miennes, elle si pudique, si profondément aimante. C'était la nature qui l'avait faite ainsi. C'était la nature qui m'avait attribué cette maladie. Pourquoi elle? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Le hasard des rencontres, la faute à pas de chance et une amitié qui prend soudain l'allure d'une évidence. Depuis plusieurs années, nous avions remarqué que nos hauts et nos bas avaient la curieuse habitude de se suivre en alternance. Nous partagions ainsi nos joies, nos peines et suivions le rythme de notre bio-calendrier des événements avec amusement. Cette fois, la coïncidence avait frappé au même moment. Je suis complètement bouchée, finit-elle par dire en abandonnant ses larmes au rire, ses trompes étaient bouchées, elles n'étaient pas opérables. Et moi, la vie m'a plaquée. Nous rions de nos corps blessés, inopérables, incurables. Nous rions de nos larmes et de nos déceptions mutuelles, de cette vie qui nous avait réservé un sale coup et de cet événement qui se présentait à la fois comme une fin mais aussi, et surtout, un début devant lequel nous étions postés les bras ballants, incapables de réaction en dehors de celle de pleurer, incapables d'avancer, pétrifiés face à l'abîme qu'il constituait. Il n'y avait rien à combattre, rien ni personne en face, personne à frapper, personne à abattre, il n'y avait rien à opérer, pas de plaie, pas de cicatrice, aucune tumeur à enlever. Il n'y avait rien d'autre que le silence, le vide, le rien, un rien qui vous envahit et vous exclut du monde des vivants. Je fus prise d'une frénésie de rangement. J'avais besoin de faire le vide dans mon appartement comme si j'avais les huissiers aux trousses. J'habitais au 6e étage sans ascenseur. Il fallait que je déménage avant la prochaine crise, avant de ne plus pouvoir monter chez moi, avant de ne plus pouvoir le faire moi-même, avant quoi d'autre, je ne sais pas, mais il fallait que je parte, que je me débarrasse de cette vie qui n'était plus la mienne. Impression de vider les placards après mon décès. Ma frénésie se transforme en rage. C'est fou ce que l'on garde. Et puis ces livres que l'on ne relit jamais. Ces photos que l'on ne regarde plus. Une multitude de souvenirs devient subitement inutile. Je n'ai plus besoin de rien. Je vais tout jeter.
Je vais voir mon voisin qui passe sa vie de retraité sur le seuil de la porte d'entrée de l'immeuble. Il s'occupe d'une association en tant que bénévole et attend les clients. C'est un pilier du quartier. Son fils va m'aider à descendre mes affaires. Il connaît quelqu'un qui ramasse tout et n'importe quoi avec une petite carriole, l'appelle. Le message se transmet à vitesse de l'éclair, ma vie se répand en vrac sur le trottoir, les passants regardent, s'arrêtent, certains hésitent, je peux prendre ? Oui, allez-y, vous pouvez y aller, c'est fait exprès, prenez, il faut faire vite, l'homme à la carriole s'affole, il ne veut pas se faire voler la marchandise, on s'arrache déjà mes affaires, je dis que j'en ai encore là-haut. Le travail à la chaîne commence, les chaises, les tapis, les livres, les étagères, la vaisselle, une planche à repasser, un fer à repasser, ça fait longtemps que je ne repasse plus. Alors encore moins maintenant, je mets le matériel en vrac dans des sacs poubelles. J'ai déjà du mal à monter, encore plus de mal à descendre. Il faut tout débarrasser. C'est pour un décès ? Oui, le mien. Non, je rigole. Sourire. Incompréhension. Mes raquettes de tennis tiennent en équilibre sur le rebord d'une fenêtre. Une balle jaune roule dans le caniveau, s'arrête, bloquée par une masse compacte de détritus. Un chien vient la renifler, l'attrape entre ses crocs et repart le museau en l'air en virevoltant, joyeux de se faire siffler par son maître. Il aura suffi d'1 heure pour que le travail s'achève dans la sueur et le silence. Mon voisin m'invite à passer le voir dans son bureau. Mais pourquoi tu as jeté toutes tes affaires ? Je lui explique l'apparition subite de la maladie. J'étais devenu paraplégique en 10 jours. Je me croyais en parfaite santé, ne fumais plus depuis 10 ans, mangeais plutôt bio pour éviter les pesticides et m'étais retrouvé allongé sur un lit dans la dépendance la plus totale. 4 mois de travail sur mon corps pour réapprendre à marcher entre les barres parallèles et les murs de l'hôpital, jusqu'à ce que mes jambes puissent me porter à nouveau. J'ai récupéré assez vite semble-t-il, mais les escaliers restent une épreuve et surtout, c'est une pathologie inflammatoire qui peut revenir du jour au lendemain. J'ai peur que ça recommence, il me faut un ascenseur, je suis obligé de déménager. Il faut que je parte d'ici le plus vite possible. Mais il ne fallait pas jeter tes affaires. Il est écrivain public, il s'y connaît en papiers administratifs. Il faut absolument que tu ailles t'inscrire à la maison des handicapés. Viens me voir demain. Il insiste, je vais t'expliquer pour les papiers. Si, c'est très important les papiers. Il insiste lourdement avec les papiers. De quoi me parle-t-il ? La maison des handicapés. Il n'a rien compris, je ne suis pas handicapé, je suis malade. Malade. Il insiste. Oui, mais il faut aller t'inscrire à la maison des handicapés pour plus tard, tu sais, en France, les papiers c'est très long. Je remonte, épuisé et agacé par ce mot, handicapé. Il n'a rien compris. Mon appartement ressemble à un champ de bataille après un cambriolage, les placards sont ouverts, les livres traînent partout, les vêtements éparpillés au milieu des sacs poubelles éventrés, je m'effondre en larmes sur mon lit. Envie de hurler et de casser ce qui reste. Pourquoi la vie me fait un coup pareil ? Un sentiment d'injustice me comprime le thorax et j'ai peur. Je ne pourrai jamais vivre avec cette maladie, jamais, je n'aurai pas la force. Je ne veux rien garder. Rien. J'ai honte. Honte d'avoir cette maladie. Honte d'être malade. C'est une maladie qui vous empêche de vivre, qui vous entrave, qui vous diminue à petit feu. Autant annoncer qu'on va devenir une loque, autant dire qu'on va perdre tous ses moyens. C'est une maladie qui ne ressemble à rien. C'est une maladie dégénérative, une maladie invalidante, une maladie qui fait peur, une maladie contre laquelle on ne peut rien, une maladie qui oblige à la passivité. Il faut vivre avec elle bien gentiment, il faut l'accepter, faire avec. C'est une maladie auto-immune, comme si on se la fabriquait nous-mêmes. J'ai l'impression de m'auto-écrire pour me prouver que je suis toujours de ce monde, encore un peu capable, toujours un peu vivante. Lise Lou m'appelle. Ils ont réfléchi avec Thomas. Elle n'est peut-être pas faite pour avoir des enfants, il ne faut pas forcer la nature. Je lui dis qu'elle est encore sous le choc, il faut attendre un peu, prendre du recul. Non, me répond-elle, j'en suis sûre. Et l'adoption ? Non, nous sommes trop vieux, finit-elle par dire en riant, nous avons trop attendu, tant pis, non. L'âge, toujours l'âge, courir après le temps, courir après l'enfant, courir après un bus, courir.
Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir courir à perdre haleine comme nous le faisions avec Lise Lou autour du stade où nous avions l'habitude de nous retrouver. Moment de bien-être, moment suspendu en plein cœur de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.